Bonsoir, donc merci beaucoup pour cette invitation. Alexandra Corneli, moi je suis ingénieure au CNRS, je travaille en neurosciences à Lyon et ma spécialité c'est de travailler avec des signaux qu'on appelle EEG, qui sont l'activité électrique qu'on a à la surface de la tête et qui nous renseignent sur le cerveau. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va vous parler d'une nouvelle expérience de rassemblement scientifique. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Maximilien Chaumont, qui est ingénieur CNRS aussi. Il travaille à Paris, à l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Lui, c'est plutôt la MEG, donc la magnétoencéphalographie, son approche technique, qui est l'activité magnétique qu'on peut mesurer à la surface de la tête. Et si je vous parle de ces deux techniques qu'on utilise en neurosciences, c'est parce que depuis bientôt 10 ans, Maximilien, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle Cutting EEG, organise des événements scientifiques, des rassemblements scientifiques autour du partage de ces méthodes, des techniques et des savoir-faire autour de ces méthodologies EEG-MEG. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'une expérience qui s'appelle Cutting Garden, qui est un congrès scientifique qui a eu lieu en octobre 2023, donc cette année. Et Maximilien va vous parler un peu de la genèse de ce nouveau format de rassemblement international. Et moi, je vous parlerai dans une deuxième partie de ce qui s'est passé dans l'antenne lyonnaise. Donc Max, je te passe la parole si tu veux commencer. Merci. Ok. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc voilà, Maximilien Chaumont, Alexandra a déjà fait les présentations, merci. Voilà, je vais vous parler donc de l'aventure Cutting EEG et de ce que c'est devenu tout récemment, en particulier à travers cette rencontre Cutting Gardens qu'on a fait au mois d'octobre. Donc, je ne sais pas à quel point certains d'entre vous peut-être sont des scientifiques au sens qu'ils travaillent dans des labos de recherche, mais les rencontres scientifiques sont extrêmement importantes pour donc la communauté scientifique académique, comme on dit en franglais, parce que ces rencontres sont un lieu d'échange extrêmement efficace pour échanger rapidement les résultats d'expérience avant même qu'ils soient publiés, des idées de manip, donc de manip, c'est-à-dire d'expériences à réaliser avec la communauté, les gens qu'on connaît, qu'on apprécie souvent, qui ont les mêmes intérêts. On échange aussi des méthodes d'analyse. Ça, c'était un petit peu enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, notre cœur pas de métier, mais notre cœur d'activité, disons, à Cutting EEG. Pardon, non, je te dirai, Christophe, peut-être quand tu avances les slides, à moins qu'elles avancent toutes seules, je ne sais pas. Parle. Voilà, c'est aussi l'occasion d'initier donc des collaborations, évidemment, et d'échanger des informations que je dirais là méta-professionnelles, c'est-à-dire en fait savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des postes, des jobs, où est-ce qu'on cherche quoi, et voilà. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont très importantes dans un milieu extrêmement compétitif qui est la recherche scientifique. Voilà, la prochaine slide. Et donc, c'est pour ça que donc je me demande si on n'a pas un petit lag dans l'audio. Voilà. Donc donc voilà, j'ai commencé à faire venir des gens alors que j'étais en postdoc à Berlin en 2014. Et puis on a décliné au fil des ans, ce qui est devenu maintenant une conférence assez connue, quoi. Enfin voilà, dans un microcosme évidemment. Voilà. Et puis au fur et à mesure, 2018, déjà, moi, je commençais pas mal à me préoccuper des questions écologiques depuis quelques années. Et puis, on a commencé à faire des mesures sur l'impact carbone de nos conférences où tout le monde convergeait vers un lieu. Donc, c'était en 2018, on était à Paris. Voilà, on a commencé à faire des mesures. Malheureusement, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est des choses qu'on est en train d'essayer de consolider. Et puis 2020, vous vous souvenez qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on a tout fermé. On a repoussé l'événement qui était prévu en 2020, Cutting EEG 2021. Et on s'est retrouvé un peu à la maison. Et donc, on a fait ce qu'on a appelé Live Meg, que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, Live Meg, qui a été voilà, donc la première de nos conférences à être complètement en ligne, dans laquelle on avait invité des gens alors, on avait en fait loué un appart. On a pris des webcams et puis on a fait une conférence en live dans l'appart. C'était en dehors d'être quelque chose d'assez fun, aussi un moment qui a beaucoup soulagé beaucoup de gens. Et donc c'est là que j'embraye un petit peu sur la question. Je ne vais pas vous parler du tout de EEG de Meg, hein, d'ailleurs. C'est là que
voilà, on embraye un petit peu sur la question de voilà, changer la façon de se rencontrer. Donc là, on se retrouve en ligne, sans personne en face, sauf que nous, on était dans un appart. On a invité même un DJ, un pote qui fait de la musique, etc. Donc on a créé un événement alors que tout le monde était confiné, qui a beaucoup donné d'air à tout le monde. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vous raconte un tout petit peu plus ce qui s'est. Alors voilà, bon, donc c'était complètement en ligne. On a eu 1300 personnes qui sont venues quand même sur la semaine. Voilà, une soixantaine de posters, des talks, des présentations donc en pagaille, des tables rondes et jusqu'à des live shows donc avec des gens qui venaient jouer de la musique. Voilà, et tout le monde était très content de voir ça. On a détendu l'atmosphère pendant une période assez difficile pour tout le monde. Slide suivante. Voilà, donc là, il y a une petite série de slides. Alors, c'est l'arrivée dans l'appart. En fait, j'aime bien raconter ça parce que ça nous a beaucoup marqué et ça a marqué un petit peu les gens qui continuent à m'en parler. Donc, on a fait effectivement plein d'événements, enfin plein de petites séquences hyper marrantes et dans un petit univers virtuel dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Gather ou Gather Town, dans lequel les gens en fait se retrouvaient donc dans un petit monde, un petit univers un peu à la Zelda pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire avec des petits bonhommes qui se baladent sur des carrés. Et puis quand un bonhomme s'approche d'un autre, on voit à travers la caméra et on peut parler immédiatement avec les autres. Donc là, vous voyez, il y a 8 personnes qui se parlent ensemble, voilà. Dont certains avec des enfants, vous reconnaîtrez probablement pas, mais il y a Alex qui était pour la première fois avec nous à ce moment-là, avec sa petite fille en bas à droite. Voilà. Et puis à ce moment-là, en sortant de ce truc-là, donc assez excité. Alors cette slide-là, on va est-ce qu'on va la passer Bon, voilà, enfin, en fait, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai aussi organisé une journée de Labo 1.5. Alors, Labo 1.5, c'est un collectif de chercheurs qui mesure l'impact carbone de la recherche publique française. Et donc, on a fait aussi sur un mode virtuel une rencontre, Labo 1.5. Vous pouvez passer il y a pas mal de photos là qui vont apparaître. C'était, à vrai dire, je suis désolé, mais c'est une slide que j'avais présentée. Allez-y, vous pouvez avancer. Voilà. Donc, c'était une slide que j'avais présentée à ce collectif-là quand je leur ai fait un petit retour il n'y a pas longtemps. On peut passer à la slide suivante. Voilà, après ce tout petit interlude. Voilà, donc, on a réussi à casser un certain nombre de choses en faisant des rencontres en ligne. Donc, l'impact carbone de nos activités est largement réduit, voire annihilé quasiment, puisque vous le savez que le gros de l'impact carbone, c'est les transports en avion. Et donc, il est annulé lorsqu'on fait des visios qui ont... voilà, je suis sûr que vous savez ça tout autant que moi. C'est beaucoup plus accessible et inclusif donc pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, qui n'ont pas forcément, y compris les visas pour pouvoir venir dans les pays donc le plus souvent occidentaux. Mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes nouveaux. Le cloisonnement des échanges étant, à titre personnel, ce qui me chagrine le plus avec les rencontres qu'on fait, comme ce soir par exemple, c'est qu'on ne va pas sortir de la salle ensemble après et puis aller boire un verre et continuer à échanger. On va s'arrêter à 20h, je sais pas, 50 ou à 21h et poum, on coupe et je suis à nouveau tout seul dans ma pièce et je trouve ça terrible. Voilà, l'isolement physique et donc aussi, on connaît tous les Zoom meetings qu'on a fait en pagaille, voilà. Et les rencontres spontanées sont donc devenues très difficiles à cause de ça. Sauf peut-être via l'outil Gather que je vous montrais tout à l'heure, là, où en fait il y a une certaine spontanéité dans les petites balades qu'on peut faire, voilà, mais ça reste assez limité quand même. Et puis d'anciens problèmes qui sont ceux de la langue et l'école culturelle occidentaux qui sont imposés à l'ensemble des participants qui voilà, peuvent ne pas partager donc évidemment la langue, mais même aussi la façon de se comporter en public, de partager de façon aisée ou quoi. Ça se fait beaucoup plus facilement quand on est dans les places, et même les places les plus centrales pardon, en Occident, à savoir les capitales, etc. Et puis, c'est pas facile de s'y mettre aussi pour les gens d'organiser ça localement. C'est-à-dire que dans différents pays, c'est pas facile du tout de se dire bon bah voilà, moi je vais pouvoir inviter le professeur John Smith de telle université qui va venir nous parler. On n'ose pas, on sait pas comment faire forcément pour l'aborder, etc. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire une conférence Cutting Gardens. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, puis on peut faire avancer le texte. J'ai l'habitude de cliquer moi-même, donc je contrôle plus facilement. Et voilà. Donc une conférence distribuée qui va se produire
simultanément dans plusieurs endroits, qu'on a appelés des jardins, parce que l'idée était que ça n'allait pas être des hubs, qu'on trouve un terme un peu hyper technologique, mais plutôt des jardins dans lesquels on va essayer de faire pousser différents événements, en fait, voilà. Enfin, voilà, pousser une sorte de culture un petit peu de nos événements. Et donc, le programme global commun que nous avons préparé avec donc des chercheurs renommés, des chercheuses renommées enfin voilà, sur des sujets un peu en pointe de l'actualité en sciences dans notre domaine, avec comment dire, on a osé parce que on a une certaine visibilité et donc ça nous fait pas peur et donc on fait profiter à tout le monde de ce programme-là, tous les Garden qui donc se sont inscrits en quelque sorte au cours de l'année précédente pour venir faire leur événement avec nous. Et puis, de façon à les pousser un petit peu à faire aussi eux-mêmes leur propre événement, on leur a dit, voilà, vous pouvez gagner des badges. Donc, vous avez un badge attendee, donc dans lequel vous allez pouvoir, enfin, vous allez juste afficher le programme et puis faire venir des gens dans un amphi ou dans une salle de classe et puis regarder. Très bien, ça c'est le niveau minimal pour venir avec nous. Et puis si vous avez un speaker du programme principal, eh ben, vous aurez un badge speaker. Si vous organisez des tutoriels, c'est-à-dire des ateliers dans lesquels les gens vont apprendre à utiliser les outils dans notre domaine, eh ben, vous aurez un badge tutoriel. Si vous organisez des posters, qui sont un mode très commun de partage des connaissances dans la recherche et dans les conférences, alors vous aurez un badge poster. Et puis si vous organisez quelque chose d'autre, vous aurez un badge satellite. Et donc voilà, en fait, ça a assez bien pris parce que on avait la visibilité avant et puis voilà. Et les Garden se sont engagés à leur mesure. Et ça, je pense que c'est un point assez important, c'est-à-dire que aussi bien le Garden de Belgrade, là, qui était avec un groupe très dynamique, qui avait envie de faire des choses, que le Garden de la Havane, qui était plus restreint, un petit groupe, et puis derrière aussi des problèmes techniques pour faire sortir l'Internet de chez eux, ou alors Londres, qui n'avait sur ce coup-là pas envie de mettre beaucoup plus que simplement faire diffuser notre programme. Chacun a pu faire à sa mesure l'événement dont il avait envie. Avec voilà, 10 à 120 participants selon les endroits. Et voilà. Et donc, pour nous, ça a été vraiment, enfin voilà, pour moi en tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir de voir aussi la façon dont chacun de ces lieux, de Los Angeles tout à l'ouest jusqu'à Téhéran tout à droite, tout à l'ouest, à l'est, qui ont pu donc s'engager comme ils le voulaient, à leur mesure, et se sentir voilà, en capacité de se réunir et de rencontrer tout le monde. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Qu'est-ce que j'ai déjà après? Oui, voilà, un petit mot sur la gouvernance, le fait qu'en fait, donc, on a organisé ça de manière, disons, fédérale, c'est-à-dire que chaque garden gérait son propre événement et bénéficiait du programme global, mais faisait son budget, ses sous, avec voilà, un certain nombre de tâches globales qui ont été faites dans des groupes donc internationaux. On s'est rencontrés exclusivement par Zoom. Et puis, voilà, les participants, alors comment on a financé ça? On a fait en sorte que les participants, où qu'ils soient, deviennent membres de l'asso. Donc l'association Cutting Edges qui nous permettait, nous, voilà, de payer les frais inhérents à la truc. Et évidemment, il y avait une dispense de frais sur simple demande des gardens pour lesquels ce prix pouvait être prohibitif et on l'a fait en plusieurs occasions sans aucun problème en discutant simplement. Voilà. Alors voilà, très vite fait quelques chiffres. Juste voilà, bon, on a fait ça donc sur une plateforme qu'on appelle Crowdcast, qui est très bien, assez convivial, avec un chat à droite. On peut voter les questions qui nous importent en mettant des pouces vers le haut, qui fait remonter les questions dans une liste. Il y a plusieurs sessions en parallèle, etc. C'était super. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner quelques chiffres. Voilà, 21 Garden, une belle équipe organisatrice, une 60aine de talks. Je vous avoue, je ne les ai pas comptés précisément, mais c'est une estimation comme ça. On avait un forum en ligne, évidemment. Voilà, des sessions parallèles qui peuvent être aujourd'hui revisionnées, évidemment, grâce à cette plateforme notamment. Et puis au total, on a compté qu'on avait probablement 800 à 1000 personnes qui ont pu participer à l'événement, ce qui est un beau succès dans notre petite communauté internationale. Voilà, slide suivante. On était donc voilà, bien contents. On a eu des retours très encourageants.
Allez-y, faites apparaître tout ça. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a plu beaucoup à moi, et je pense aux autres aussi, c'était de voir, que ça a permis à certains voilà, we would never think of trying. Belgrade notamment nous a dit, ouais, c'est super, on a pu réseauter avec notre communauté locale qu'on connaissait à peine, et on arrive à s'organiser, et c'est super. Donc pour moi, c'est vraiment un super truc. Voilà, faire des nouvelles connexions, etc. Et puis l'opportunité de s'impliquer dans la communauté, et voilà. Jusqu'à aussi donc certains gardens particulièrement en pointe, et là je pense en particulier au Garden de Lyon, qui nous a fait quelque chose d'absolument fabuleux, du jamais vu, dont Alex va vous parler maintenant, d'abord en vidéo et puis ensuite en personne. Voilà, je vous laisse passer la vidéo qui doit venir à ce moment-là de la présentation. Ouais, voilà. Yes. C'est une première expérience de congrès décentralisé, c'est-à-dire qu'il est distribué dans 21 antennes dans le monde. Et donc, on est déjà dans un nouveau format, et on a proposé une installation un peu différente, des choses qui sortaient du cadre habituel. On a décidé de travailler avec une compagnie artistique nationale qui s'appelle Complexe Capharnaüm, qui nous a aidé à monter différentes infrastructures qui servent à sensibiliser sur la transition énergétique et favoriser de la convivialité d'une manière atypique pour essayer de décaler un petit peu le regard des participants. Super good, food great, the construction is amazing, a great event. Le cadre est génial, les structures en bois, tout ça, c'est la première fois que je vois ça à une conf. Non mais c'est vraiment joli. Le petit bar là-bas, café, c'est vraiment hyper agréable. C'est la plus belle conf scientifique Du monde. que j'ai faite. On a trouvé le mot pour obtenir notre plat à la cantine, c'était miracle. Ça représente bien la conférence. La nourriture est très bonne, variée, suffisante, originale. Des vrais plats végétariens, une vraie cuisine végétarienne, c'est bien, c'est rare. De mémoire de séminariste, c'est la première fois qu'on mange aussi bien. Oui, c'est vrai que ça renouvelle un peu parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir des petites portions avec beaucoup de choses à jeter, etc. Donc ouais, moi j'aime beaucoup le principe d'avoir des grandes tablées de la sorte. Par exemple, je suis arrivé tout seul et c'est un peu le meilleur moyen de discuter, rencontrer plein de gens différents et d'apprendre des choses aussi. On mange mieux et on discute plus en plus. Enfin, je trouve le contrat est rempli, ouais. Haut la main. C'était pas forcément évident de faire faire leur vaisselle à des scientifiques qui ont l'habitude d'être plutôt reçus et qu'on s'occupe de tout pour eux. Il y a aussi un gros travail qui a été fait sur les repas, donc cuisinés sur place. Donc on pouvait aussi rencontrer les gens qui nous préparent des plats, qui nous servent. Et on a pu intégrer aussi par exemple les posters pour qu'on puisse mixer ces moments informels et puis des moments formels, que ce soit un peu une sorte de transparence ou de porosité entre ces deux mondes-là. I really enjoyed seeing my former postdoc advisor washing dishes. That's the first conference that I see that is like that. We are not like just eating and then waiting for someone to clean our things. It's good to remind people that we are collective animals and that we should behave in a collective way. I'd love that you stay here for the next few months. Yes, me too. Il y a une volonté en tout cas d'ouvrir le débat. On s'est inspiré de graphiques scientifiques qui ont été mis en forme pour attirer l'œil du scientifique, mais être regardé peut-être différemment avec un peu un dézoom et une prise de distance. Et qu'est-ce que ça nous fait ressentir et de toucher peut-être aussi pas que l'intellect mais l'émotionnel.
Et donc, je vais juste vous donner davantage de précisions parce que le film parle de lui-même. Mais voilà, donc en gros, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'antenne lyonnaise, donc du Garden de Lyon, donc, qui s'est déroulé dans mon centre de recherche. C'est un centre qui regroupe 450 personnes. Et nous avions sur place l'équipe qui organise le congrès international, donc l'équipe de Cutting Edge qui est venue piloter le congrès depuis Lyon. Et nous attendions 100 participants. Slide suivant. Et puis, c'est vrai qu'on s'était dit aussi au niveau national qu'on se retrouvait à Lyon. On avait quand même décidé de ne pas faire plusieurs gardens en France, mais d'en avoir un principal. Là, c'est pour vous montrer comment s'articule le programme global, donc qui était au niveau des après-midi pour notre fuseau horaire. Et puis, à Lyon, donc, on a proposé un programme local assez riche les matins et on a même rajouté une journée supplémentaire. Et puis, on avait une conférence au début du congrès, là, qui est en jaune, sur l'urgence écologique. Slide suivant. Mais on voulait aller plus loin que de simplement en parler sous forme de conférence. On voulait vraiment que le thème, on voulait vraiment aller voir les participants. Tu peux mettre celle d'avant. Ah, pardon. On voulait vraiment que à la fois les participants au congrès et les personnels locaux, ouais, ça va trop vite. Ouais, voilà, merci. On voulait vraiment sensibiliser et informer à la fois les participants au congrès et les personnels locaux de mon centre de recherche sur l'urgence écologique et que ce soit un sujet qui soit au cœur de l'organisation et des moments, de la manière dont allait se passer ce congrès. Tu peux passer, s'il te plaît, Christophe. Et donc, pour ça, il y a différentes choses qui nous ont inspirés. On voulait déjà donner des informations sourcées sur l'urgence climatique pour sensibiliser nos collègues. Il y a une grande inspiration qui est venue des podcasts des laboratoires de la transition, qui est un podcast qui a été mis en place par Labo 1.5 et dans lequel notamment il y a cette citation qui a été très inspirante, qui était l'envie de créer des espaces de liberté pour pouvoir se réapproprier la transition. Et puis une autre source d'inspiration était l'idée donc de revisiter les pratiques usuelles. On était déjà dans la création d'autres formats, d'autres rassemblements, et on avait envie, nous à Lyon, d'aller plus loin et de mettre en place des manières différentes d'interagir entre les gens, de revoir notre relation à l'autre, à l'environnement, de visibiliser davantage les interdépendances, c'est-à-dire par exemple les gens qui font la cuisine, les gens qui font le ménage, etc. Toutes ces personnes-là, elles font aussi partie de cet ensemble de personnes sur qui repose l'organisation de conférences de ce type. Et puis voilà, cette idée de faire une sorte d'action événementielle de préfiguration, c'est-à-dire dans la coquille du système, essayer de proposer dans un moment donné, temporairement, autre chose, une autre manière de procéder et d'être les uns avec les autres. Tu peux passer au suivant. Merci. Et donc, pour ça, on a choisi d'avoir une approche artistique comme outil d'interpellation, donc pour aller créer des situations qui permettraient de sensibiliser les gens à ces thématiques. Et donc, on a travaillé avec Complexe Capharnaüm, et c'est une compagnie nationale dont un des projets qui s'appelle Migration est basé sur un kit architectural de panneaux de bois que vous voyez sur cette image et qui leur permet de créer des infrastructures, comme on l'a vu aussi dans la vidéo. Je peux passer. Et donc, on a installé différentes infrastructures. On avait en bas là, tout un espace de réfectoire, comme on a vu dans la vidéo, une cuisine ainsi qu'un espace de lave-vaisselle manuel, un espace café, un endroit où on pouvait présenter les posters avec un vidéo proche classique, et puis tout autour de ces infrastructures, une exposition avec des informations sur le réchauffement climatique. Tu peux passer. Donc ça, c'est une image de l'espace restauration. Il est très stable de 8 convives et les plats étaient servis à table, donc les gens s'est partagé. Il faut savoir que dans
nos contextes de rassemblement scientifique, en général, on mange plutôt en mode buffet avec des petites portions. On mange un petit peu comme ça à la sauvette, debout. Donc là, c'était déjà un pas de côté pour les participants. Diapositive suivante. Donc la cuisine a été réalisée sur place sans repas végétarien pendant les 5 jours. Tu peux passer. Là, c'est le lave-vaisselle. Donc voilà, avec cette idée de placer les gens non pas comme receveurs, clients ou personnes concert, mais plutôt comme acteurs de comment se passe l'événement et donc de prendre en charge sa vaisselle, de nettoyer derrière soi et d'être acteur de l'événement pour que ce soit agréable pour tous et toutes. Tu peux passer. Donc, on avait un espace café pour lequel étaient invités donc, les participants, bien sûr, à venir prendre un café n'importe quand pendant la semaine, mais aussi l'ensemble des personnels de mon laboratoire. L'idée était de les attirer avec du café et des gâteaux sur site pour qu'ils puissent profiter de l'exposition et d'avoir une chance de les toucher sur ce sujet. Slide suivant. Donc ça, c'est le coin pour présenter les posters. On avait ici aussi, sur la photo qu'on voit en bas à gauche, un petit goodies. On pouvait imprimer les abstracts. Ce sont des courts résumés de ce qui est présenté sur les posters scientifiques sur des tickets de caisse en envoyant un SMS sur un numéro de téléphone. Donc ça permettait aussi de pouvoir partager d'une manière un peu différente et rigolote ces travaux de recherche. Le suivant. Et donc, pour ce qui concerne la partie exposition sur la transition écologique et le climat, donc on avait toute une partie qui était des graphiques et des informations sur le constat général sur le climat avec 3 approches, une plutôt sur la qualité de l'eau, la qualité de la terre et la qualité de l'air. Tu peux passer. On avait une deuxième partie qui était le scientifique dans son laboratoire et le scientifique dans la société, justement pour poser la question de la neutralité et donner des informations sur différentes actions qui sont menées par nos collègues, à la fois du collectif Labo 1.5, de la Técopole, une émission de France Culture, des témoignages de scientifiques en rébellion. Tu peux passer. On avait aussi différentes citations. On avait des médias audio, des médias visuels en libre service pendant toute la semaine. Donc, les gens pouvaient venir s'informer quand ils le voulaient. Et puis, des exemples de calcul de bilan carbone de laboratoire, quelques stats sur l'ensemble des laboratoires en France, et puis différentes pistes pour mener des actions dans son laboratoire. Tu peux passer. Et donc, la dernière partie de l'exposition était une sorte de fenêtre sur des actions de la vie civile. Donc, on avait des projections vidéo dans 2 fenêtres au niveau de ces espaces qui montraient en fait des actions de citoyens et ou de scientifiques, mais dans la vie civile, inspirées de différents mouvements comme Greenpeace, Extinction Rébellion, les soulèvements de la Terre, Job Stop Oil, etc. Et toutes ces ressources sont disponibles sur un document qu'on a mis en ligne et que je peux partager, bien entendu. Slide suivant. Et là, peut-être, Max, si tu veux reprendre la main, c'est pour vous parler un peu des gens qui sont impliqués. Oui, bien sûr. Oui, merci. Voilà, donc l'association, c'est elle est un noyau dur d'une poignée de personnes, 6, disons, que vous voyez là autour du logo. Adrien, qui est notre organisateur professionnel, notre régisseur en quelque sorte, qui gère absolument tout ce qui est logistique. Et puis on a un petit board, un petit groupe de scientifiques qui nous conseillent, qui sont des amis aussi, plus ou moins renommés internationalement, des gens sérieux. Et puis évidemment tous les gardeners, comme on les a appelés, dans les différents endroits. Donc c'était une petite slide de remerciement en quelque sorte. Je ne sais plus s'il y a quelque chose encore après.
Et ben voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, là, merci. C'est surtout nous Alex, on voit pas se finir, qui nous disons merci parce que c'est hyper impressionnant. Je voulais d'abord m'excuser pour le délai parce que je vois à chaque fois que je mets une diapo que vous mettez 2 secondes à le voir qu'elle arrive, donc je suis vraiment désolé de ça. Et puis moi, Ouais, je crois qu'il y a quand j'entendais parler de votre truc, j'ai tout de suite pensé au rapport décarbonant la culture parce que pour nous, la partie la plus carbonée de nos activités, c'est le transport, quoi. Donc un événement qui réussit comme ça à faire de telles économies de transport, c'est notable, c'est super important. Nous, il faut qu'on arrive à imaginer comment on lie ça avec de l'activité artistique. Et là, vous, c'est super parce qu'en plus, c'est un exemple où vous avez fait intervenir une compagnie de théâtre de Villeurbanne. Donc merci. Moi, j'aurais une question parce que pour l'instant, j'en vois pas encore dans le chat, mais est-ce que justement, dans tous ces outils de sensibilisation, à travers les posters, tout ça, vous abordez la partie transport de la partie recherche, ces rendez-vous internationaux, tout ça? Oui, alors bien sûr. Donc, on est assez proche, comme vous avez pu le deviner, parce qu'on les a nommés à plusieurs reprises de ce collectif Labo 1.5. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce collectif qui est donc vraiment dans la recherche académique. Je peux les présenter brièvement. Ils sont nés autour d'une tribune dans Le Monde en 2019. Et c'est un collectif qui a depuis créé notamment un outil de mesure des émissions de gaz à effet de serre des laboratoires de recherche publique, qui sont aujourd'hui utilisés. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de bilans qui ont été faits sur des années civiles. Et donc voilà, il y a tout un projet d'étude des émissions des gaz à effet de serre de la recherche française. Je ne sais pas si je vous dis quelque chose que vous savez absolument, genre vous avez la semaine dernière parlé de ça. Non, alors Non, c'est pas le cas. Et pour répondre à ta question, au sein du CT Culture, on est plutôt des acteurs soit sensibles à la culture, soit acteurs de la culture. Enfin, professionnels, ça peut être dans Oui, voilà, donc, le cinéma, le spectacle vivant, la muséographie, la musique. Qu'est-ce que j'oublie? Les métiers du livre, les métiers des jeux vidéo, des choses comme ça. Mais il peut y avoir des chercheurs. Donc pas du tout mais c'est rare. Ouais, mais donc pour répondre à la question, du coup, ce collectif-là, qui est donc maintenant assez gros, c'est plusieurs centaines de personnes qui gravitent autour de plein d'activités, notamment autour de cet outil bilan gaz à effet de serre, mais il y a plein d'autres branches, vise à donc caractériser proprement les émissions de la recherche. Et on a beaucoup pensé, parce que c'est le truc saillant dans le monde de la recherche, que les voyages en avion que font les chercheurs pour aller à l'autre bout du monde sont pour une part exorbitante, très importante des émissions de la recherche. C'est en fait modérément le cas. C'est sûr que dans des milieux où c'est encore, c'est pas encore, mais où on travaille plutôt avec papier, crayon, je pense aux humanités, comme on dit, aux sciences sociales. C'est sûr que l'impact des transports donc en conférence est probablement assez important, enfin c'est le cas. Mais moi je suis dans un labo de biologie, Alexandra aussi. Chez nous c'est les achats de matériel scientifique, donc c'est une grosse part de nos dépenses. Et donc en vrai les dépenses de transport sont relativement minimes. Mais cela dit, pour nous aujourd'hui, c'est plus l'impact symbolique des chercheurs et de leur sobriété en quelque sorte qui est important, et à mon avis en puissantant pour le dire en bon français. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis pas familier de tout ce qui est universitaire, mais j'ai quelques copains qui travaillent là-dedans, qui ont des postes à responsabilité. Et à chaque fois qu'ils me racontent leurs rendez-vous internationaux, je me dis, bah si, quand même, c'est un peu carboné, quoi. Enfin, j'imagine que ce rendez-vous, tel qu'il a lieu, il est quand même moins carboné qu'il aurait pu l'être. Tout à fait. Non, bien évidemment. Vas-y, Alexandra, tu veux dire quelque chose? Il y a aussi un autre effet, c'est que c'est carboné et c'est très restrictif. C'est-à-dire qu'il faut les moyens de pouvoir prendre l'avion, il faut pouvoir avoir un visa. Et si on veut développer au-delà de l'écologie, mais aussi
une approche plus inclusive, ça permet de trouver des manières de fonctionner qui apportent aux deux problèmes, en fait. Faut le voir aussi comme ça, je pense. Voilà. Alors, je vois Oui, qu'il y a... et tout à fait, évidemment. Vas-y. C'est-à-dire que pour des scientifiques à titre individuel, on explose notre bilan carbone lorsqu'on fait un voyage transatlantique, mais comme tout un chacun en fait. Et voilà. Et donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose auquel il faut mettre un stop. Mais pour moi, qui m'occupe de pas mal de ça dans mon labo, le gros de notre impact, il est dans les achats. On est à plus de 15 tonnes d'émissions par personne dans notre labo, qui sont dues à 85% aux achats de matériel et de pas de combustible, mais de réactifs chimiques, etc. Et donc, pour nous, c'est le gros focus. Voilà. Mais évidemment, et là, je répète ce que vient de dire Alexandra, c'est extrêmement important aussi pour nous d'être inclusifs, aussi pour que, d'un point de vue social et sociétal, l'impact de la recherche soit aussi grand qu'il le doit. Alors, je vois quelques questions dans le chat. Oui, alors, est-ce que l'installation Expo existe toujours et serait réutilisable ? Alors, les panneaux de bois de complexe existent. Ils les ont démontés et ils les remontent pour faire d'autres Lego grandeur nature. Par contre, tout ce qui est ressources et tout ce qui a été imprimé et affiché sur l'ensemble de cette infrastructure est disponible. Et moi, donc j'ai tout. Et l'idée est de le mettre à disposition de qui veut s'en saisir, le réutiliser, etc. Donc, moi, je vais avoir à disposition tous les contenus qui ont été utilisés, et même tous les contenus qui nous ont inspirés pour réaliser cette exposition. Et donc voilà, si quelqu'un veut s'en saisir, n'hésitez pas, c'est open source. Putain, mais décidément, il s'en passe des choses à Lyon, parce que c'est aussi là-bas qu'on avait organisé notre premier rendez-vous Décarboner la culture. Et justement, on se posait la question de où trouver des ressources, où trouver des contenus. Mais du coup, c'est un travail incroyable que vous avez fait, parce que c'est en complément de votre rencontre scientifique. Enfin, en complément, en plus, quoi. C'est sur ma caméra, elle est à gauche. Toute la création de contenu, c'est un truc de dingue, en fait. Oui. Elle a bossé des mois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Elle a soulevé des montagnes, franchement. J'étais aussi sur des épaules de géants. Je vous mets le lien du site de Labo 1.5 où il y a énormément de ressources aussi, d'outils, de travaux de recherche. C'est un espèce c'est tentaculaire, ce réseau de personnes qui sont engagées. Ça donne beaucoup de force et d'inspiration aussi. Merci pour ces contenus. Ouais. Juste pour compléter ce que dit, pour rebondir sur ce que disait Gaëtan et la réponse d'Alexandra, je pense que ce sont deux choses qui nous intéressent parce qu'en effet, on discute souvent de comment créer ce type d'événement et en effet, le côté logistique réutilisable, c'est un point très intéressant. Mais c'est vrai que aussi, on parle souvent de justement faire tourner les expositions. C'est des choses qui sont des sujets qui reviennent très souvent dans les problématiques de musées ou autres événements. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'on va clairement noter quelque part pour l'avenir. Merci. Comme disait Lise, il y a d'autres questions, et notamment, est-ce que les contenus sont disponibles ? Oui, ça c'est bon. Si je comprends, toutes les conférences que vous organisez sont de cette façon. Alors, c'était peut-être un peu exceptionnel. Vous pouvez peut-être donner des détails ? C'était la première. Là, on discutait encore, pas plus tard que ce matin. Quand est-ce qu'on remet ça ? Alors, on fait des événements réguliers. On en fait tous les ans. Clairement, on a ouvert une brèche un peu dans nos envies aussi avec cet événement. Le côté distribué, c'est vraiment super. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Le fait que on ne s'est pas vu avec, par exemple, ceux qui étaient en Belgique ou en Espagne, ils avaient leur truc et donc on ne les a pas vus. C'est nos potes, on les aime bien et donc ça, c'est une petite limite qui fait qu'on ne va pas tout de suite remettre le couvert pour un événement exactement de cette forme-là. L'année prochaine, on fait les 10 ans en plus et donc on parle de faire quelque chose peut-être d'itinérant.
Donc voilà, en jet privé bien sûr, d'une ville à l'autre. Non mais voilà, Bien sûr. comment se balader d'un endroit à l'autre, enfin ce sera évidemment en train, mais enfin voilà, on est encore en réflexion sur savoir comment faire ça. Il y Mais avait après voilà, des interactions avec des groupes culturels comme le vôtre, ça peut être super intéressant aussi pour faire les choses autrement, quoi. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle l'univers shifté. On en parlait juste avant votre intervention. C'est l'université d'été qui a lieu chaque année dans une ville différente. Mais en réalité, on a déjà évoqué l'idée que ce soit parce que le problème, c'est de faire venir plein de gens, c'est d'avoir des grandes salles, tout ça. C'est beaucoup plus simple d'organiser plein de petits lieux avec des temps en commun, quoi. C'est sûr. Hein. C'est pas encore ce qu'on va faire cette année parce que ça va avoir lieu à Lille, mais c'est intéressant comme démarche. Et puis comme dit Lise dans les commentaires, dans le rapport du Shift Project, il y a l'hypothèse, il faut mieux 10 petits festivals qu'un gros, quoi. Et ça, c'est par rapport à nos questions du sujet de la culture, décarboner la culture, c'est vraiment au cœur de toutes nos réflexions, hein, privilégier des petites salles, en fait, des petites tournées en vélo. Est-ce qu'il peut animer des territoires aussi? Enfin, c'est intéressant de décentraliser pour ça aussi. Exactement. Ouais, et puis connecter avec les gens localement, comme Alex l'a très bien expliqué sur le fait que dans son labo, il y a des gens en fait qui voyagent jamais, parce que dans les laboratoires, évidemment, il y a les thésards, les chercheurs qui se baladent habituellement, mais les autres, les administratifs, les ingénieurs, éventuellement techniciens, sont assez peu mobiles et donc là peuvent profiter, grâce à des événements comme ça, de rencontrer et de voir un peu plus ce qui se passe. Pour nous, c'était important. J'aimerais bien que vous nous donniez des détails sur le planning. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver la diapo, mais... Juste avant, Ah, pardon. il y avait une question de Thomas qui disait, si je comprends, toutes les conférences que vous organisez sont de cette façon. J'avoue que moi aussi, je suis pas sûr d'avoir compris au niveau des gardens si fonctionnaient tous comme ça, et s'il y avait aussi une sorte de... en fait, comment le lien entre les gardens est fait aussi. Ouais, alors donc le lien, il a été fait de manière un peu en étoile, pendant la préparation, c'était en étoile au sens où c'était moi qui organisais des rendez-vous avec les uns et les autres pour pour les aider à les lancer. Et les uns et les autres ont communiqué ensuite de manière assez libre avec un forum, des chats. On a essayé plusieurs formules. Finalement, un forum discours, ça a été quelque chose qui a bien fonctionné. Voilà. Est-ce que tous les trucs vont être comme ça? Donc, comme je disais, c'est pas forcément tout parce que d'abord, c'est assez lourd à organiser. Et puis, on aime bien retrouver aussi les gens qui sont même un petit peu plus loin. Donc, peut-être on les fera avec une échelle un poil plus large. C'est-à-dire que, par exemple, là, en Allemagne, ils étaient 3 ou 4 gardens. Y compris dans des tout petits endroits où il y a des gens qui se sont pointés, notamment j'avais l'écho d'une personne qui était venue et qui avait été un peu invitée là-bas, et puis elle s'est retrouvée, mince, mais on est que 6 en fait, au fin fond de la forêt noire, bon, c'est super, mais voilà. Donc évidemment, il y a des petits ajustements à faire qui font qu'on ne peut pas refaire comme ça, mais bon, c'est une recette qu'on veut réappliquer en tout cas, c'est clair. Ouais, ce que je voulais évoquer, c'était l'emploi du temps, en fait, parce que c'est une diapo qu'on a vue rapidement et qui ne montrait que l'emploi du temps de Lyon. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez tuilé les fuseaux horaires, quoi. Ouais. Ça si vous voulez en dire plus. Assez organique, je dirais. C'est-à-dire qu'au départ, on a pensé, il y a quand même des chances qu'on ait plutôt des gens à l'ouest, Amérique au pluriel. Et donc, on va se mettre l'après-midi. S'il y en a à l'Est, on a peu de connaissances dans notre réseau, dans l'extrême-orient, disons. Voilà, j'ai contacté des gens au Japon, à Singapour, mais ils ont pas, ou en Australie, mais ils n'ont pas fait le pas parce que c'est vrai que c'est un peu impressionnant au départ de se dire ça, puis les gens ont autre chose à faire aussi. Donc voilà, donc on s'est plutôt calé comme ça. Et puis après, voilà, on s'est dit, on va faire 3 heures de programme commun pour laisser la place aux gens ensuite. Donc nous, c'était l'après-midi. Pour ceux pour qui c'était le matin, ils avaient ensuite le programme de l'après-midi qui suivait, pendant que nous, on était en train de boire des coups. Et inversement, pendant qu'on dormait, pendant qu'eux dormaient, nous, on commençait déjà à se réunir le matin, comme Alex vous l'a montré le matin. Et puis, il y avait le garden le plus loin, c'était à Los Angeles, où il était 6 heures du matin lorsque nous, on démarrait le live.
Et eux, on les a autorisés, entre guillemets, à diffuser avec un certain délai pour pas que, enfin voilà, parce qu'ils se lèvent pas à 6h30 à 6h pour venir nous regarder, quoi. Voilà. Mais sinon, ça s'est fait de façon comme ça. On a réfléchi à le faire de manière plus systématique, en mettant un garden dans chaque fuseau, etc. Il y a d'autres personnes qui font ça. Alors, d'ailleurs, comment dire, ce genre de réunion, de meeting distribué, il y a d'autres recettes, en fait. Avec peut-être d'ailleurs une sorte de continuum un peu entre le truc complètement anarchique, autonome, qui se fait de manière complètement indépendante, mais sur une période donnée. Donc, ils portent le même nom, mais ils sont organisés. Voilà, ils s'appellent les brain hacks, notamment dans notre domaine, qui font ça. Et puis d'autres qui vont au contraire être hyper top-down, c'est-à-dire ils vont organiser les choses de manière hyper chronométrée et très descendante en quelque sorte. Voilà, nous on a trouvé un milieu. C'est pas mal d'avoir quand même un programme commun pour que les gens soient ensemble, même avec les gens de l'autre bout du monde. Je pense que ça fait vachement plaisir aux gens dans des petits gardens en Amérique latine, par exemple, de se sentir avec nous là maintenant, quoi. Ça, c'était, je pense, assez important. Voilà. Je pense que par rapport à ce que demandait Arnaud tout à l'heure, j'imagine l'idée c'était de comprendre comment se déroulaient les temps en visio, en fait. Est-ce que c'est vraiment différent pour le public qui, du coup, par rapport au temps présentiel, enfin, il y a plus d'échanges. Ouais, t'as raison de poser la question, parce que c'est vrai que c'est pas exactement comme d'habitude. On allume la caméra, le professeur machin parle, et puis 3-4 questions à la fin, et puis voilà. En fait, on avait des sessions, alors on fait toujours ça, d'avoir des sessions thématiques, 3 talks, et donc espacés, et puis une discussion finale, d'une part. Et d'autre part, là, en fait, ce qu'on a fait, la formule qu'on a fait pour impliquer les gardens localement, c'est qu'on a fait un talk, donc on les raccourcit, on a fait 20 minutes de présentation seulement, 20 minutes de présentation, et puis ensuite, il y avait 10 minutes où on coupait la caméra, toutes les caméras coupées, et localement, vous discutez. Et ça, ça a bien marché, parce que du coup, les gens, ils regardent pas juste un écran ou un projecteur. Tout d'un coup, ils se retournent. Ah, ok, oui, c'est vrai, je suis avec d'autres gens. Je vais devoir discuter avec eux. Enfin, voilà, et c'était pas une contrainte, évidemment. Et en fait, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire d'avoir des moments off caméra. Et ensuite, on leur disait, voilà, vous écrivez vos questions dans un chat. Enfin, il y avait un petit outil pour le faire. Et on faisait remonter les questions jusqu'aux intervenants qui répondaient. Ils n'ont pas eu le temps de répondre à toutes les questions, et du coup, on a pu leur transmettre après dans un document en ligne pour avoir les réponses à toutes les questions quand même. Donc en fait, toute cette partie-là, finalement, on a aussi pas mal bossé, et ça a bien fonctionné voilà, de cette façon-là. Et là, par rapport au nombre des groupes, finalement, c'était à Lyon qu'il y avait le plus de monde, c'est ça ? C'est l'un des plus gros, mais c'était, je sais pas, tu sais, Alex ? On est dans le top 1 ou 2, je pense. Ouais, voilà. Et c'était une centaine de personnes, hein, c'est ça ? Ou plus ? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord, oui, ça fait voilà, quand même... C'est sûr que c'est toujours plus léger qu'un millier, quoi. Oui. Bah oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Même en nourriture, en vaisselle. Nous, de toute façon, on a toujours fait des rencontres à taille humaine, 200 grand max personnes en présentiel. Voilà. Trop bien, je vois qu'il est moins 10. On avait vaguement évoqué l'idée à un moment que ça pouvait finir à moins quart, donc on a déjà un petit peu dépassé. Est-ce que, à tout hasard, il y a d'autres infos dans le chat, d'autres questions, d'autres personnes qui veulent allumer leur caméra, poser une question? Je vous laisse faire. Et si c'est pas le cas, Max, ouais. Ah bah non, c'est toi, Maximilien. Ouais, c'est moi. Tu veux poser une question? Sur le bilan carbone, on est dessus, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'arriver à montrer en fait ce qu'on a gagné en termes d'émissions grâce à cette formule, quoi. C'est dans les turbines. Et franchement, vraiment, au nom de toute l'équipe de CT Culture, dont beaucoup vont revoir ça en replay, un grand merci.
Moi, merci beaucoup. Merci à vous. j'enchaîne juste avec une dernière slide sur les mensuels à venir. Donc, il y en a déjà 3 qui sont calés. En janvier, on va parler de Cooprog, un outil de coopération et de programmation artistique dans un monde bas carbone, avec 3 invités. En février, ce sera sur les relations entre les arts et la scène les arts de la scène, et l'écologie, avec une chercheuse. On demandait tout à l'heure, vous demandiez s'il y en avait. Il y aura Julie Sermon. Elle fait pas partie du CT Culture, mais on l'invite aussi. Et puis en mars, c'est Samuel Valency qui était déjà venu il y a 3 ans, qui est un petit peu le parrain, parce qu'il y a 3 ans, c'était un peu la création du CT Culture. Et ce sera l'occasion, du coup, de faire un bilan de ce qui s'est passé à la fois pour lui, pour le portage PTEF, et puis pour sa compagnie, et même pour nous, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans de CT Culture. Voilà. Encore merci à tous.